Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est Christian Signol. Il publie Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins, c'est chez Albin Michel. Le romancier des sagas familiales et de la ruralité française. 200 000 exemplaires en moyenne, Christian Signol, pour chacun de ses romans. 45e édition, cette fois-ci sur fond d'histoire d'amour entre Clémence et France, entre la France et l'Allemagne, France, je le prononce à l'allemande, dans l'entre-deux-guerres qui sert de cadre à l'intrigue de ce dernier roman. Christian Signol est donc l'un des auteurs les plus lus à une époque où on se demande si les gens lisent encore, ce qui peut surprendre d'une certaine façon. Alors, on va aller explorer les raisons de ce succès. Bonjour Christian Signol. Bonjour. Déjà dans l'actualité, je me demandais s'il y avait un sujet qui répondait un tant soit peu à vos attentes, à vos centres d'intérêt. Pas vraiment. Pas vraiment. Sinon, ce qui se passe dans les lycées et collèges actuellement, la commémoration de l'attentat contre l'assassinat des professeurs. Dominique Bernard, Samuel Paty. Ça me touche beaucoup. Certes, ce sont c'est nécessaire et émouvant, mais en même temps, on se dit que ça règle pas le problème, quoi, et que les professeurs sont toujours quand même hésitent toujours à parler de l'histoire de France vue d'une certaine manière, quoi, hélas, oui. Ça veut dire quoi, vu d'une certaine manière ? Ça veut dire qu'on peut pas parler de tout, maintenant, dans les lycées et collèges. Par exemple, je suppose qu'il est difficile de parler de la bataille de Poitiers en 732, ou des choses comme ça. Je pense que ça a complètement disparu des livres d'histoire. Et j'en passe, également la guerre d'Algérie, etc., etc. Je pense que le christianisme, hélas, souffre beaucoup de ce qui se passe actuellement en France et probablement aussi en Europe. Les incendies d'église, ça vous touche ? Ça me touche énormément. Parce que moi, j'ai été élevé dans les villages. À l'époque, dans les années 60, la religion était très, très, très présente. Et donc, moi, j'étais enfant de chœur. J'ai fréquenté beaucoup l'église. Et l'église aujourd'hui dans mon village, elle est fermée à clé. Il n'y a plus de prêtre. Il y a un prêtre, mais il est dans le canton voisin et il assure les cérémonies d'une dizaine de villages, quoi, tout simplement. Et c'est donc un peu quand même désespérant tout ça. Maintenant, si les Français n'y vont plus, c'est normal que ça ferme. Aussi, mais pourquoi n'y vont-ils plus ? C'est ça la question aussi. Vous avez une réponse ou alors il faut remettre le curseur sur la France d'avant, la France dont vous parlez beaucoup d'ailleurs ? Oui, revenir au passé, certainement pas, mais peut-être il faut quand même évoluer dans ce qui se passe dans l'Église. Peut-être faudrait-il autoriser le mariage des prêtres ou des choses comme ça. Peut-être que ça donnerait peut-être une énergie nouvelle à cette religion qui m'est très chère pour ma part. Donc c'est un sujet auquel vous êtes sensible. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de curés dans vos romans. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que ils sont surtout nourris d'événements historiques, c'est-à-dire des deux guerres, de l'Algérie, etc. Parce que moi, j'ai été nourri de cette histoire-là, du fait que mes deux grands-pères sont revenus de la guerre de 14 avec les bras atrophiés par l'explosion des canons, alors que c'était des ouvriers manuels, que mon père était résistant dans les groupes Véni qui appartenaient au réseau Buckmaster à l'époque et qui me parlait beaucoup de la résistance. Mon oncle, c'était l'Algérie. Enfin bref, de toute façon, ces événements historiques sont dans la mémoire collective des Français. Donc c'est ce qui explique aussi certainement le succès de mes livres. Alors justement, Christian Signol, là on a Clémence et Franz, une Française et un Allemand. Mais ce n'est pas une histoire de la France et de l'Allemagne, c'est l'histoire des vicissitudes de la France et de l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Elle fait connaissance de Franz qui est prisonnier de guerre. On est au sortir de la Première Guerre mondiale à ce moment-là. 1919, oui. Elle le connaît dans les champs où il travaille, auprès d'elle. Et en 1922, quand il est libéré, donc puisque c'est un prisonnier, suite au traité de Versailles, elle décide de le rejoindre en Allemagne, à Mayence, où il est professeur de français d'ailleurs. Et donc ils se marient, ils ont un fils Ludwig, et ils vivent assez heureux, mais très difficilement quand même, parce que l'Allemagne est en reconstruction, comme la France d'ailleurs à ce moment-là, jusqu'au moment où Hitler arrive au pouvoir en 1933, et là, évidemment, en tant que Française, elle est accusée de tous les maux, elle est obligée de s'enfuir et de repartir en France, où elle reprend la ferme familiale et où elle entre dans la résistance. Dès lors, la question qui se pose dans ce roman est de savoir s'ils se reverront un jour, c'est-à-dire si elle retrouvera un jour son fils et son mari. Il y a une forme de cas de conscience ? Par rapport à qui ? De déchirement, on se dit, tiens, je reviens c'est ma nation, c'est mon appartenance, ma patrie qui va l'emporter sur le cœur. Oui, là, c'est une nécessité de quitter l'Allemagne à ce moment-là. Mais ensuite, c'est vrai qu'elle hésite toujours entre deux patries, finalement. Sa famille, là-bas, en Allemagne, et sa famille qui
Elle existe toujours aussi en France. Sa mère est toujours vivante en France. Et comme elle entre dans la résistance aussi à ce moment-là, forcément... Mais elle a l'impression quand même de mener le même combat que Franz, son mari, parce que lui, c'est un opposant au régime nazi. Donc elle a l'impression que si elle se bat en France, elle l'aidera en Allemagne. On est dans le Poitou. On est dans le Poitou, mais pour moi, c'est le Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire c'est la Nouvelle-Aquitaine, le Poitou, presque. Donc je quitte pas forcément ma région d'origine, bien que ce soit plutôt le Quercy et la Dordogne que le Poitou. Mais c'est vrai que la ruralité est assez présente dans mes romans, mais c'est ce qui explique aussi le succès, parce que je m'adresse non seulement à un lectorat provincial, mais également à tous ceux qui, d'origine rurale, sont partis dans les grandes villes. Et ils sont très, 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 très nombreux. Paris est la première ville de province. Exactement, exactement. D'ailleurs, moi, tous mes amis, mes collègues de lycée ou de l'époque sont partis dans les grandes villes. Moi, j'ai choisi de rester. Mais ça n'a pas été facile, parce que les gens partent non pas par plaisir, mais c'est des conditions économiques qui règlent ce genre d'exode, si vous voulez. Ils sont partis là où se trouvait le travail. Et dans les campagnes, comme chacun le sait, il y en a de moins en moins, hélas. Christian Signol, il y a une fracture très forte aujourd'hui dans les fractures françaises entre la périphérie et les métropoles. Je dirais même les métropoles de province et puis ce qu'on appelle les territoires. Il y a une fracture quand même très forte culturelle. Vous vous situez vraiment à la jonction entre les deux. Peut-être que votre œuvre réconcilie les deux, non? Je ne sais pas. J'espère, je l'espère. C'est pas volontaire, si vous voulez, dans le projet du roman, mais il se trouve qu'à l'arrivée, c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire, il y a ces deux lectorats-là, le lectorat traditionnel de là-bas, mais également le lectorat qui se trouve dans les grandes villes. Et en ville, on mythifie la campagne? Parce que la campagne a beaucoup changé aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que, par exemple, dans le village où je suis né, tous les magasins ferment. Hein, il y a écrit à vendre. C'est catastrophique. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que lors des week-ends, tous les gens qui habitent les grandes métropoles s'enfuient à la recherche de quoi? Du monde naturel, probablement. Hein. Plus que la campagne elle-même. Moi, je dirais le monde naturel. Moi, je crois que le plus grand dame du XXe siècle, c'est que l'humanité a rompu ce lien avec le monde naturel. Et qu'en agissant ainsi, elle a rompu du même coup l'équilibre qui, pendant des siècles, avait assuré sa permanence. Donc là, on est vraiment dans une préoccupation écologique, hein, Christian Signol. C'est ça, en fait, l'écologie bien comprise. Oui, l'écologie bien comprise, hein, pas n'importe laquelle. Hein. Expliquez-vous, expliquez-vous un peu là-dessus. Je veux dire que l'écologie, aujourd'hui, elle est devenue très politique. Alors que pour moi, l'écologie, elle n'est pas politique. Hein. L'écologie, pour moi, c'est d'être capable de retrouver ce lien avec le monde naturel qui nous est absolument nécessaire et dans lequel nous avons vécu pendant des siècles et des siècles. Dans une France qui change à toute vitesse, Christian Signol, est-ce qu'on se raccroche à la terre, à une identité faite de moissons, de paille, de grenier? Ce sont des mots qui reviennent souvent. Oui, qui reviennent souvent, mais malheureusement, c'est loin de tout ça. Mais c'est dans la mémoire, quand même, collective. Les Français, même partis depuis longtemps ailleurs, tout ça, il y a quelque chose qui, en eux, se souvient, quelque chose qui vibre, qui leur dit que l'essentiel... il était peut-être ailleurs, il n'est peut-être pas là où ils vivent aujourd'hui. Le français reste un terrien. Je le crois, oui, je le crois. Et donc Clémence et Franz sont tout racontés, puisqu'il y a les cahiers de Clémence. Il y a une intrigue autour de ça. Hein. Oui. Oui, en réalité, je parle des cahiers qu'elle a écrits au cours de sa vie et qu'a récupéré, je ne peux pas le dire parce que ce serait dévoiler la fin, quelqu'un qui parle pour elle, qui raconte son histoire. Mais l'événement important, c'est que leur fils, le fils de Clémence et de Franz, qui s'appelle Ludwig, comme il a été embrigadé dans les jeunesses hitlériennes, il revient en France en tant que sous-lieutenant. Et il se trouve que quand son bataillon remonte vers la Normandie en juin 1944, son bataillon prend des otages dans un village, c'est le village de Clémence, et que Clémence est parmi les otages. Et qu'elle se trouve face à son fils qui est devenu sous-officier de la Wehrmacht. Ça, c'est sorti de l'esprit de Christian Signol. Oui, absolument. Mais en fait, j'ai écrit ce livre... Mais ça serait plausible. Ah, tout à fait, parce que, il fait partie de la Das Reich, qui est basée à Montauban, et qui remonte vers la Normandie. C'est celle qui a fait Oradour et les pendus de Tulle. Hein. Donc c'est le même, si vous voulez. Hein. Le Poitou, c'était la route de la Normandie, tout simplement, pour cette division Das Reich. Donc tout ça, historiquement, est très, très, très plausible, très fondé.
Il y a eu d'ailleurs, si on regarde l'histoire d'Oradour, alors c'est un autre sujet, mais des antagonismes assez forts entre l'Alsace, les fameux malgré nous qui avaient été enrôlés dans l'armée allemande, et puis le village d'Oradour. Il y a eu un procès, il y a eu une mémoire aussi très douloureuse entre régions françaises. Aussi, entre l'Alsace et puis le Limousin. Ça a donné lieu à un procès terrible dans les années... Procès de Bordeaux, en 53. Oui. Et on s'est aperçu à ce moment-là que parmi les guerriers allemands, il y avait beaucoup d'Alsaciens, hélas. Cette mémoire collective, justement, Christian Signol, on peut dire que vous pourriez écrire sur la guerre d'Algérie. Parce que là, il y a un anniversaire avec la guerre d'Algérie. Oui, je pourrais écrire, je l'ai même fait. Je l'ai même écrit, mais je ne l'ai pas publié. Mais pourquoi ? Et je ne le publierai pas dans l'immédiat parce que actuellement, ça réveillerait trop de rancœur, trop de problèmes entre deux populations en France. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe actuellement. Donc, je crois que c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe actuellement qui fait le lien avec l'Algérie ? Ce sont la population musulmane qui a gardé cette mémoire-là et qui probablement s'en sert quand ça lui est nécessaire, n'est-ce pas ? Mais on peut raconter aussi la guerre d'Algérie comme vous racontez une intrigue amoureuse ou une intrigue... Vous voyez, elle peut servir de toile de fond. Vous n'avez pas d'ailleurs de discours foncièrement politique, Non. Mais d'ailleurs, je n'ai pas écrit directement sur la guerre elle-même en Algérie. J'ai écrit sur un soldat français qui revient en France en permission, mais parce qu'il a été choqué et qu'il est malade, si vous voulez. Et donc ça se passe plutôt en France. Mais il y a beaucoup de passages où il revoit ce qui se passait en Algérie. Mais je l'ai situé en France quand même. Toujours par prudence, j'ai l'impression finalement, toujours. Comment se fait-il que... Là, c'est la France et l'Allemagne, des pays cousins germains, dirait-on, mais pourtant antagonistes, mais qui arrivent aussi à s'entendre. C'est toujours cette... on a beau être cousins, on se déteste souvent entre cousins. On se fait la guerre entre cousins. Oui, heureusement, aujourd'hui, quand même, je pense que cette réconciliation est absolument définitive. Vous pensez ? J'en suis même persuadé, oui, je suis persuadé. Tout ça parce que les familles allemandes ont souffert de la même manière que les familles françaises. Elles ont subi autant d'atrocités que les Français. D'ailleurs, on se ressemble beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de mes livres sont traduits en allemand. Et celui-là va l'être très probablement. Parce qu'ils se reconnaissent aussi dans cette histoire-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu à peu près la même, tout simplement. Alors, pourquoi ce qui est faisable avec l'Allemagne l'est moins avec l'Algérie ? Parce que c'est plus récent. C'est juste une question de temps. Oui. Et puis parce que la population en France, aujourd'hui, est une population en majorité musulmane, et dont les parents, souvent, ont vécu la guerre d'Algérie. Et ils sont vivants. Tandis que ceux qui ont vécu les guerres contre l'Allemagne... mon père qui était dans la résistance est décédé, tous ceux que je connaissais aussi, et donc le problème est moins brûlant, quoi. Il y a moins de danger de choquer les gens, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'écris plutôt pour la réconciliation, et je suis pas sûr que vis-à-vis de l'Algérie tout ça soit mûr. Et finalement, vous pourriez écrire une intrigue entre un mariage mixte, par exemple, entre la France et l'Algérie, ce serait faisable. Ce serait faisable. Mais je le ferai pas. C'est France. Oui. Mais il faudrait attendre. Oui. C'est le temps, en fait, qui compte dans la mémoire collective. On se disait que finalement, depuis la guerre d'Algérie, il n'y a plus grand-chose. Heureusement, aujourd'hui, il y a l'Ukraine, mais c'est loin de nous. Mais on n'est pas directement... On n'a pas de soldats en Ukraine. On en a eu en Afrique, dont beaucoup sont décédés. Mais c'était pas de véritable guerre, heureusement. Faut croire qu'on a été capable de tirer les leçons du passé, et je m'en félicite, vous en doutez. Mais le roman, Christian Signol, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. 9 romans sur 10 parlent de choses terribles, dramatiques, de tragédies. Ah je sais bien, moi j'avais un directeur littéraire au début chez Robert Laffont qui me disait, tu sais, finalement, qu'est-ce qui crée les situations les plus dramatiques et les plus romanesques ? Hélas, ce sont les guerres, hélas. C'est pas pour cette raison que j'ai utilisé, moi, tous les grands événements historiques, mais j'ai compris quand même que à ce moment-là, que c'était vrai. Pour le romancier, c'est très important. Ce qui compte, ce sont les situations dramatiques dans un roman, finalement. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, dit-on. Oui, les miens, ils ont une histoire.
ça les empêche pas d'être heureux quand même, parce qu'ils ont dépassé tout ça. Du moins, je l'espère. C'est ce que j'ai voulu faire finalement dans ce roman. Aller vers une réconciliation définitive et incontestable. Voilà. La France d'après-guerre, la France de l'après-Seconde Guerre mondiale, a aussi beaucoup changé. C'est-à-dire, elle est peut-être méconnaissable par rapport à celle de l'entre-deux-guerres même. Hein, non ? Elle a énormément changé. C'est-à-dire que toutes les populations rurales sont parties vers l'exode rural, s'est accéléré depuis. Bon, et puis ça datait pas d'aujourd'hui, ça date de la révolution industrielle, l'exode rural, c'est-à-dire le 19e siècle même. Mais ça s'est accentué au début des années, après la première guerre de 14, la première guerre mondiale, et ça s'est accentué aussi après 1945. D'ailleurs, moi, je vous dis, tous mes amis de lycée et collège, ils n'habitent pas à Brive ou dans la région où je suis né, non, ils sont à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Bruxelles, mais ils sont plus là. On a changé de monde et de civilisation. Quand vous venez à Paris, Christian Signol, vous dites Paris évolue bien. Est-ce que c'est plus aéré, plus facile de circuler, par exemple ? Est-ce que vous dites c'est une manière d'installer la campagne à la ville ? Pas du tout. Pas du tout. Les espaces verts, tout ça. Pas du tout. D'abord, quand je viens à Paris. Non, on peut plus circuler dans Paris. Même moi, je viens en voiture parce que je viens en famille. Mais le vélo, par exemple. Oui, mais non. Oui, ouais, mais moi je suis obligé de venir en voiture parce que je viens en famille. Et chez les bouchons, moi, au péage de Saint-Arnaud, même le dimanche entre midi et 2h. Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est pas quand très je viens romanesque. à Paris, j'ai une seule envie, c'est de m'enfuir, de repartir. Et de retrouver votre province chérie. Voilà. Merci beaucoup, Christian Signol. Autour d'elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins, le dernier opus de notre romancier. Eh bien, ça donne envie de le lire. Merci beaucoup, Christian Signol. Merci, Louis.